La veuve accepta une maison de travers comme paiement de sa patronne. Mais la raison de sa déformation allait changer sa vie. Isabelle était une veuve avec 6 enfants qui mouraient de faim. Sa patronne millionnaire lui offrit comme paiement une vieille maison de travers que personne ne voulait. Une maison si inclinée qu'elle semblait sur le point de s'effondrer, que tout le monde disait maudite. Mais lorsqu'elle découvrit pourquoi elle était si tordue, lorsqu'elle ouvrit la pièce fermée qui faisait pencher toute la structure d'un côté, elle comprit qu'elle venait de recevoir bien plus qu'un simple toit, et elle allait désormais devoir défendre de sa vie ce que la générosité lui avait donné. Dites-nous ci-dessous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez et passons à l'histoire. Le jour où Isabelle Dubois vit son époux Rémi s'effondrer au milieu de l'atelier de menuiserie, la main serrée contre la poitrine et les yeux exorbités par la douleur, elle sut que sa vie venait de se briser en morceaux. Il n'y eut pas de temps pour les adieux. Il n'y eut pas de parole finale, juste le bruit sourd du corps contre le sol de béton, son cri étouffé, et puis le silence sépulcral qui s'installa dans leur foyer comme un fantôme permanent. Rémi avait 42 ans, Isabelle 38 et 6 enfants à nourrir. Étienne, 14 ans, les jumeaux Mathis et Simon, 11 ans, Louise, 9 ans, la petite Camille, 7 ans, et le bébé Gabin, qui venait d'avoir 2 ans. Les premiers mois furent une descente aux enfers. L'atelier ferma, les dettes s'accumulèrent. Les créanciers venaient à la porte réclamant des paiements qu'Isabelle ne pouvait honorer. Elle vendit les outils de Rémi, les quelques bons meubles qu'il possédait, même son alliance, mais rien n'était suffisant. Chinon, la ville où elle avait vécu toute sa vie, lui semblait soudain hostile et froide. Les anciennes amies la regardaient avec pitié, ou pire, avec un mépris à peine dissimulé. « Pauvre Isabelle !» murmurait-elle sur la place. « Comment va-t-elle élever ses 6 enfants seule ?» Un soir d'octobre, l'estomac vide et les enfants pleurant de faim à la maison, Isabelle se dirigea vers le domaine des Tilleuls, aux abords de la ville. C'était une immense propriété appartenant à Madame Héloïse de Montaigne, une millionnaire connue dans toute la région pour sa fortune et son caractère difficile. On disait qu'elle était aussi veuve, mais depuis plus de 20 ans. On disait qu'elle était dure comme la pierre et froide comme la glace, mais on disait aussi qu'elle payait bien. Isabelle frappa à la porte de service, les mains tremblantes. Une femme âgée au visage sévère lui ouvrit et la regarda de haut en bas, avec méfiance. « Que voulez-vous ? Je viens demander si vous avez besoin d'aide, » dit Isabelle, ravalant sa fierté comme du verre pilé. « Je peux nettoyer, cuisiner, tout ce qui est nécessaire. J'ai 6 enfants et... » « Attendez ici, » l'interrompit la femme, et elle lui claqua la porte au nez. Isabelle attendit sous le soleil implacable, sentant la sueur couler dans son dos et la honte lui brûler les joues. Près d'1 heure plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était une autre personne, une femme grande d'une 60aine d'années, vêtue d'une élégance simple, les cheveux argentés relevés en un chignon impeccable. Ses yeux étaient gris et pénétrants, comme s'ils pouvaient lire chaque secret qu'Isabelle tentait de cacher. « Vous êtes la veuve de Rémi Dubois », dit-elle sans préambule. Ce n'était pas une question. « Oui, madame. »« Combien d'enfants avez-vous » ?« 6, madame. »« Et quel âge a le plus jeune » ?« 2 ans, madame. » Madame Héloïse observa en silence pendant ce qui parut une éternité. Puis elle hocha légèrement la tête. « J'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage, cuisiner, s'occuper de la grande maison. Le travail est dur, les heures sont longues. Je ne tolère pas la paresse, ni les excuses. Êtes-vous capable de cela ?»« Oui, madame, » répondit Isabelle sans hésiter, même si elle n'avait aucune idée de comment elle allait s'organiser avec Gabin. « Je suis capable de tout, le salaire est juste. Vous commencez demain à 6 heures du matin. Ne soyez pas en retard. » Et ce fut tout. Madame Héloïse ferma la porte et Isabelle rentra chez elle, presque en courant, le cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait sortir de sa poitrine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle réussit à acheter du pain et du lait pour ses enfants. Elle les vit manger avec un mélange de soulagement et de tristesse qui lui serrait la gorge. Mais en ville, les langues ne tardèrent pas à se délier. Isabelle Dubois, la veuve respectable, travaillait désormais comme servante pour la millionnaire. Quelle honte, quelle déchéance. Les commères murmuraient au marché, à l'église, à chaque coin de rue. Mais elle n'a aucune dignité, disait Madame Renard, la plus grande commère de Chinon. Je préférerais mourir de faim plutôt que de m'abaisser ainsi. Isabelle entendait les commentaires et serrait les poings. Mais elle ne répondait pas. Elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. Ses enfants avaient besoin de manger. Les premiers jours au domaine furent épuisants. Isabelle arrivait alors qu'il faisait encore nuit, laissant Étienne responsable de ses frères et sœurs et ne rentrait pas avant que le soleil ne se soit couché. La grande maison était immense, 3 étages, plus de 20 pièces,
des sols en marbre qu'il fallait serpiller à genoux, d'immenses fenêtres qui nécessitaient des heures de nettoyage. Et Madame Héloïse était exigeante, certes, mais pas cruelle. Elle l'observait travailler avec ses yeux gris indéchiffrables, mais elle ne lui criait jamais dessus, ne l'insultait jamais comme Isabelle l'avait craint. En fait, il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Madame Héloïse la traitait. Parfois, quand Isabelle nettoyait la bibliothèque, elle sentait le regard de la millionnaire sur elle. D'autres fois, Madame Héloïse lui posait des questions inattendues. « Votre fils aîné va-t-il à l'école? Le bébé est-il en bonne santé? Qu'étudiait votre mari ?» Isabelle répondait avec respect, mais avec honnêteté. Et peu à peu, quelque chose commença à changer. Madame Héloïse commença à lui donner des vêtements qu'elle ne portait plus, de vieux jouets de son fils pour Gabin, des livres pour Étienne, de petits gestes qu'Isabelle recevait avec une immense gratitude. Un après-midi de novembre, alors qu'Isabelle balayait le couloir du 2e étage, elle entendit des voix fortes provenant du bureau de Madame Héloïse. C'étaient ses neveux et nièces Rodolphe et Florence de Montaigne, qui visitaient le domaine chaque mois sous prétexte de prendre des nouvelles de leur tante, mais qui en réalité voulaient seulement s'assurer que leur héritage était intact. « Tante, c'est ridicule que tu vives seule dans cette immense maison avec une seule domestique, » disait Rodolphe d'une voix mielleuse. « Tu devrais venir vivre avec nous à Bordeaux. Nous pourrions mieux prendre soin de toi. »« Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, » répondit Madame Héloïse d'une voix sèche comme le désert. « Et encore moins de vous, qui n'attendez que ma mort pour vous partager ce qui me reste. » Le silence qui s'ensuivit fut tendu et glacial. Isabelle resta paralysée, le balai à la main, n'osant pas bouger. Puis elle entendit les pas furieux du neveu et de la nièce, descendant les escaliers, leurs murmures empoisonnés. « Vieille têtue, nous verrons bien qui aura le dernier mot. » Cette nuit-là, tandis qu'Isabelle finissait de nettoyer la cuisine, Madame Héloïse entra avec un verre d'eau. Elle s'assit à la table, ce qu'elle ne faisait jamais, et l'observa en silence pendant un long moment. « Isabelle, dit-elle finalement, que feriez-vous si vous aviez beaucoup d'argent et pas d'enfants à vous ?» La question la prit au dépourvu. Isabelle posa le chiffon sur l'évier et se tourna vers sa patronne. « Je ne sais pas, madame. Je suppose que je m'assurerai qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. » Madame Héloïse sourit pour la première fois. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais plutôt triste, fatigué. « Vous êtes plus intelligente que vous n'en avez l'air, » murmura-t-elle. Isabelle ne sut quoi répondre à cela, mais cette conversation lui resta gravée dans l'esprit pendant des jours. 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, Madame Héloïse lui demanda de l'accompagner pour inspecter une propriété qu'elle possédait aux abords de Chinon, près de la route menant à Tours. Isabelle laissa ses enfants avec une voisine et monta dans le SUV de la millionnaire, nerveuse et confuse. Elles arrivèrent à un grand terrain envahi de végétation, où se dressait une vieille maison en bois et en torchis. Mais le plus étrange dans cette maison était qu'elle était complètement penchée d'un côté, comme si une main géante l'avait poussée. Les murs se courbaient à des angles impossibles. Le toit semblait sur le point de s'effondrer. Les fenêtres étaient brisées. « C'est ma vieille maison », dit Madame Héloïse, tandis qu'elle marchait autour de la structure. « Mon grand-père l'a construite il y a près de 100 ans, mais elle est abandonnée depuis des décennies. Personne n'en veut. On dit qu'elle est hantée. » Isabelle observa la maison avec curiosité, plus qu'avec peur. Elle ne croyait pas aux fantômes, mais elle remarqua quelque chose d'étrange. L'inclinaison n'était pas uniforme. C'était comme si quelque chose de très lourd tirait la maison vers un côté spécifique. « Pourquoi est-elle si de travers, madame ?» Madame Héloïse la regarda avec ses yeux gris pénétrants, et pendant un instant, Isabelle pensa qu'elle allait obtenir une réponse. Mais la millionnaire sourit à nouveau avec ce sourire mystérieux et fatigué. « Ça, chère Isabelle, c'est un secret que je suis la seule à connaître. » Elles retournèrent au domaine en silence, mais Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à cette maison de travers et aux mots de Madame Héloïse. Il y avait quelque chose de caché là, quelque chose d'important, et sans savoir pourquoi, elle sentait que ce secret était sur le point de changer sa vie à jamais. La réponse viendrait beaucoup plus tôt qu'elle ne l'imaginait, et d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire, car 3 jours plus tard, un mardi après-midi, le fils de Madame Héloïse arriverait en visite de Paris avec son épouse et leur jeune fils. Et cet enfant de 5 ans, espiègle et curieux, s'approcherait trop près du bord du lac artificiel dans les jardins du domaine. Et lorsqu'il tomberait à l'eau musique, en criant et en agitant désespérément les bras, ce serait Isabelle qui serait proche. Ce serait Isabelle qui devrait prendre la décision la plus importante de sa vie en une fraction de seconde. Le mardi se leva avec une chaleur étouffante qui annonçait l'orage. Isabelle arriva au domaine à 6 heures précises comme toujours, mais elle trouva la maison dans un état d'agitation inhabituel. Madame Héloïse était dans la cuisine donnant des ordres à l'autre employé,
une jeune femme nommée Sophie, qui aidait à la préparation des repas. « Mon fils arrive aujourd'hui de Paris », annonça Madame Héloïse sans lever les yeux de la liste qu'elle écrivait. « Il amène son épouse Valérie et mon petit-fils Sébastien. Je veux que tout soit impeccable. La chambre principale du 2e étage doit briller. Les draps neufs, les serviettes propres, des fleurs fraîches dans la salle de bain. » Isabelle hocha la tête et se mit immédiatement au travail. Elle avait entendu parler du fils de Madame Héloïse, Jérôme de Montaigne, mais ne l'avait jamais rencontré. Selon Sophie, c'était un ingénieur prospère qui ne rendait presque jamais visite à sa mère, trop occupé par ses affaires et sa vie en ville. Madame Héloïse devient nerveuse quand il vient, lui confia Sophie pendant qu'elle préparait la chambre. « Je pense que ça lui fait mal que son fils la visite si peu. Il ne vient que par obligation, vous savez, pas comme nous qui sommes ici tous les jours. » Isabelle ne répondit pas, mais elle garda cette information dans son cœur. Elle connaissait ce genre de douleur, celle d'aimer quelqu'un qui ne vous correspond pas avec la même intensité. Jérôme et sa famille arrivèrent vers 3 heures de l'après-midi dans un SUV BMW noir qui souleva un nuage de poussière en entrant par le chemin de gravier. Isabelle les vit depuis la fenêtre du 2e étage. Un homme d'environ 35 ans, grand et bel homme, vêtu de vêtements coûteux mais décontractés. Son épouse, une femme mince aux cheveux blonds teints et aux lunettes de soleil énormes, et l'enfant Sébastien, un petit garçon de 5 ans aux cheveux noirs et bouclés qui sauta de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement. « Sébastien, arrête !» cria Valérie d'une voix aiguë et agacée. « Tu vas te faire mal. » Mais l'enfant courait déjà vers la maison, riant et criant comme si le monde entier était son terrain de jeu. Madame Héloïse sortit les accueillir avec un sourire tendu. Isabelle descendit les escaliers discrètement pour ne pas déranger, mais Madame Héloïse l'appela. « Isabelle, venez, je veux que vous rencontriez ma famille. » Isabelle s'approcha, les mains jointes devant son tablier, sentant les regards évaluatifs de Jérôme et Valérie sur elle. « C'est Isabelle Dubois, » dit Madame Héloïse d'un ton qui parut à Isabelle presque fière. « Elle travaille avec moi depuis 2 mois. C'est une femme exceptionnelle. »« Enchantée, » murmura Isabelle avec une légère inclinaison de la tête. Jérôme lui rendit son salut avec courtoisie, mais Valérie la regarda à peine avant de se tourner vers sa belle-mère. « Maman Héloïse, il fait une chaleur insupportable. Vous n'avez pas la climatisation dans cette maison ?»« La climatisation est dans les chambres, » répondit Madame Héloïse avec une patience forcée. « Isabelle va vous montrer où vous pouvez vous rafraîchir. » Pendant qu'elle montait les escaliers avec les bagages des visiteurs, Isabelle entendit Sébastien courir partout, toucher à tout, crier des questions auxquelles personne ne répondait. L'enfant avait cette énergie sauvage des petits qui n'ont jamais connu de limite. Le reste de l'après-midi se déroula dans une atmosphère tendue. Pendant le dîner qu'Isabelle servit dans la salle à manger principale, Jérôme et Valérie parlèrent à peine à Madame Héloïse. Les conversations étaient superficielles, pleines de pauses inconfortables. Sébastien ne restait pas assis 1 minute, se levant constamment pour courir autour de la table ou tirer la nappe. « Sébastien, assieds-toi », disait Valérie sans conviction, sans même le regarder. Madame Héloïse observait son petit-fils avec un mélange d'amour et de tristesse. Isabelle le remarqua en débarrassant les assiettes. La millionnaire tendit la main vers l'enfant lorsqu'il passa près d'elle, mais Sébastien l'esquiva et continua de courir. La douleur dans les yeux de Madame Héloïse fut comme un coup de poignard pour Isabelle. Après le dîner, Jérôme et Valérie se retirèrent dans leur chambre, invoquant la fatigue du voyage. Sébastien, en revanche, était toujours plein d'énergie. Madame Héloïse lui suggéra d'aller jouer dans le jardin où il y avait plus d'espace. L'enfant s'élança, sans attendre de réponse. « Isabelle » appela Madame Héloïse lorsqu'elle eut fini de laver la vaisselle. « Allez dehors et surveillez l'enfant. Je ne me fie pas à ses parents pour être attentif. » Isabelle sortit dans le jardin avec une boule au ventre. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel d'orange et de violet. Sébastien courait entre les arbres, poursuivant des papillons imaginaires et criant à plein poumon. Isabelle le suivait à distance prudente, prête à intervenir si nécessaire. Le jardin du domaine était immense, avec des zones de pelouse parfaitement entretenues, d'anciennes roseraie, et au fond, près de la limite de la propriété, un lac artificiel que le grand-père de Madame Héloïse avait fait construire des décennies auparavant. Le lac mesurait environ 20 mètres de diamètre et était entouré de saules pleureurs. L'eau paraissait sombre et profonde sous la lumière du crépuscule. Sébastien courut vers le lac comme attiré par un aimant. Isabelle accéléra le pas. « Sébastien, ne t'approche pas trop de l'eau !» cria-t-elle d'une voix ferme mais aimable. L'enfant la regarda par-dessus son épaule et sourit avec ce sourire espiègle que tous les enfants ont
quand ils savent qu'ils sont sur le point de faire quelque chose d'interdit. Puis il continua de courir, se rapprochant de plus en plus du bord. « Sébastien, arrête !» insista Isabelle, avec de l'urgence dans la voix. Mais l'enfant s'accroupit près de l'eau, fasciné par quelque chose qui flottait à la surface. Isabelle était à 5 mètres de distance lorsqu'elle vit ce qui allait se passer, une fraction de seconde avant que cela n'arrive. Sébastien s'inclina trop, perdit l'équilibre. Ses bras s'agitèrent en l'air, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, puis il tomba à l'eau avec un plouf qui résonna dans le silence du crépuscule comme un coup de feu. Isabelle ne pensa pas, ne calcula pas, n'hésita pas un seul instant. Elle se jeta dans le lac avec tous ses vêtements, ses chaussures, avec tout le poids du monde sur ses épaules. L'eau était glaciale et plus profonde qu'elle n'y paraissait. Elle s'enfonça jusqu'au fond, sentant la boue froide sous ses pieds, avant de se propulser vers le haut. Ses yeux brûlaient à cause de la saleté de l'eau, mais elle réussit à voir la petite silhouette de Sébastien qui coulait, ses petits bras s'agitant faiblement, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Isabelle nagea vers lui avec toute la force qui lui restait dans le corps. Elle attrapa l'enfant par la taille, juste au moment où il était sur le point d'abandonner, le tira contre sa poitrine et donna des coups de pied avec ses jambes, luttant contre le poids de l'eau qui trempait ses vêtements et la tirait vers le bas. Chaque mouvement était une agonie. Ses poumons réclamaient de l'air, ses muscles tremblaient d'épuisement, mais elle ne renonça pas. Elle émergea à la surface avec Sébastien dans ses bras, toussant et crachant de l'eau. L'enfant pleurait, terrifié, s'accrochant à elle avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Isabelle nagea vers le bord, chaque brasse plus difficile que la précédente, jusqu'à ce que ses mains touchent finalement la pelouse. Elle rampa hors du lac avec l'enfant toujours collé à sa poitrine, tremblant violemment, trempé jusqu'aux os. Sébastien toussait et pleurait, mais il était vivant. Il respirait. Isabelle le coucha sur l'herbe et vérifia sa bouche pour s'assurer qu'il n'avait pas d'eau piégée. L'enfant la regardait avec d'énormes yeux, pleins de larmes et de peur. « C'est fini », lui murmura Isabelle, en lui caressant les cheveux mouillés. « Tu es en sécurité maintenant, tout est fini. » Les cris arrivèrent un instant plus tard. Madame Héloïse courait depuis la maison avec une vitesse qu'Isabelle n'aurait pas cru possible pour une femme de son âge. Derrière elle venaient Jérôme et Valérie, les visages décomposés par la panique. « Sébastien !» cria Valérie, tombant à genoux à côté de son fils et le lui arrachant des bras d'Isabelle. « Mon bébé, mon bébé !» Jérôme s'agenouilla également, examinant son fils d'une main tremblante. Madame Héloïse, en revanche, regarda directement Isabelle. Ses yeux gris étaient pleins de larmes. « Vous l'avez sauvé !» murmura la millionnaire. « Vous l'avez sauvé !» Isabelle ne put répondre. Soudain, toute l'adrénaline qui l'avait soutenue s'évapora, et elle se mit à trembler de manière incontrôlable. Madame Héloïse l'enveloppa dans son propre châle et l'aida à se relever. « Sophie !» cria Madame Héloïse vers la maison. « Apportez des couvertures et de l'eau chaude, vite !» Cette nuit-là, après que Sébastien eut été emmené à l'hôpital par précaution et revint avec un certificat de bonne santé, après qu'Isabelle eut changé de vêtements et bu du thé chaud jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler, Madame Héloïse l'appela dans son bureau. La millionnaire était assise derrière son bureau en acajou, les mains jointes et le regard perdu dans un point du mur. Quand Isabelle entra, Madame Héloïse leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Asseyez-vous », dit-elle doucement. Isabelle obéit, se sentant étrangement nerveuse. Madame Héloïse prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage pour quelque chose de très difficile. « Isabelle, vous avez risqué votre vie pour mon petit-fils, un enfant que vous ne connaissiez même pas. Vous vous êtes jetée à l'eau sans réfléchir, sans rien demander en retour. Et cela, » sa voix se brisa. « C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, et encore moins payer. Vous n'avez pas à me payer quoi que ce soit, madame. » « Musique, » répondit Isabelle avec honnêteté. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » dit Madame Héloïse avec fermeté. « Pas n'importe qui. La plupart des gens auraient crié à l'aide, auraient hésité. Vous n'avez pas hésité une seule seconde. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Pendant des mois, je vous ai observé, Isabelle. J'ai vu comment vous travaillez sans vous plaindre. Comment vous endurez les humiliations des commères de la ville, le front haut. Comment vous aimez vos enfants de toutes les fibres de votre être. Et aujourd'hui, vous avez confirmé ce que je savais déjà. Vous êtes une femme extraordinaire. » Isabelle sentit les larmes menacées de déborder, mais elle se contint. Madame Héloïse retourna au bureau et sortit un dossier d'un des tiroirs, l'ouvrit et en retira plusieurs documents. « Vous rappelez-vous de la maison de travers que je vous ai montrée il y a 2 semaines ?» Isabelle hocha la tête, confuse. « Cette maison est à vous. Je vais vous la donner maintenant en témoignage de ma gratitude. Les actes de propriété sont ici. »
Demain, nous irons chez le notaire pour officialiser le transfert. Isabelle resta sans voix. La maison de travers. Cette structure inclinée, vieille, abandonnée, ce n'était pas grand-chose, mais c'était infiniment plus que ce qu'elle avait. « Madame, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, » interrompit Madame Héloïse avec un sourire. « Acceptez-la simplement. Elle est à vous, et ce qu'il y a à l'intérieur aussi. » Ces dernières paroles restèrent en suspens dans l'air comme un secret non révélé. Isabelle ouvrit la bouche pour demander ce qu'elle signifiait, mais Madame Héloïse avait déjà rangé les documents et marchait vers la porte. « Maintenant, rentrez chez vous auprès de vos enfants, » dit la millionnaire. « Nous parlerons des détails demain. » Et Isabelle s'arrêta sur le seuil et la regarda une dernière fois. « Merci. Merci d'avoir sauvé la seule chose dans ce monde qui m'importe encore vraiment. » Isabelle retourna à sa petite maison louée cette nuit-là, marchant comme dans un rêve. Une maison. Madame Héloïse lui avait donné une maison de travers. Vieille, abandonnée, mais une maison enfin, un chez-soi. Le premier pas vers une vie meilleure pour elle et ses enfants. Mais il y avait quelque chose dans les mots de Madame Héloïse qui ne cessait de résonner dans son esprit. Et ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Qu'y avait-il à l'intérieur de cette maison de travers? Quel secret cachait-elle qui la faisait pencher de cette manière si étrange? Et pourquoi Madame Héloïse avait-elle souri avec ce mélange de tristesse et de soulagement lorsqu'elle lui avait dit que tout lui appartenait? Les réponses étaient là, l'attendant dans cette maison inclinée. Et lorsqu'elle les découvrirait enfin, Isabelle comprendrait que le sauvetage de Sébastien n'avait pas été seulement un acte d'héroïsme. Il avait été la clé qui ouvrirait la porte vers un destin qui changerait sa vie et celle de ses 6 enfants à jamais. Mais avant cela, avant le déménagement et la découverte, elle devrait faire face à quelque chose qu'elle n'attendait pas. La fureur des neveux et nièces de Madame Héloïse, Rodolphe et Florence, qui venaient d'apprendre que leur tante venait d'offrir l'une de ses propriétés à une simple servante. Et ils n'allaient pas permettre que cela en reste là. La nouvelle se propagea dans Chinon comme un incendie en période de sécheresse. Isabelle Dubois, la veuve pauvre qui nettoyait les sols d'autrui, possédait désormais une propriété à son nom. Les langues venimeuses de la ville travaillaient sans relâche. Au marché, sur la place, aux portes de l'église, la rumeur grandissait et se déformait à chaque répétition. « On dit qu'elle a séduit le fils de la millionnaire », murmurait Madame Renard à un groupe de commères. « C'est pour ça qu'elle a eu la maison. Sûrement qu'elle a quelque chose avec lui. »« Non, non. Moi, j'ai entendu dire que le petit était tombé dans le lac exprès », ajoutait une autre. Tout était un plan pour soutirer de l'argent à Madame Héloïse. Isabelle entendait les rumeurs quand elle allait acheter des galettes ou quand elle allait chercher ses enfants à l'école. Et chaque mot était comme une gifle, mais cela ne l'affectait plus autant qu'avant. Elle avait quelque chose de plus important sur quoi se concentrer. Ses 6 enfants allaient enfin musique, avoir un toit, même si ce toit était tordu. Le mercredi matin, Madame Héloïse vint la chercher dans son SUV. Isabelle monta nerveusement, l'estomac noué. Elles allaient chez le notaire Dubois, un homme sérieux aux lunettes épaisses, et à musique, la moustache grisonnante qui s'occupait des affaires légales de la famille de Montaigne depuis plus de 30 ans. Tandis que Madame Héloïse conduisait dans les rues pavées du centre, Isabelle remarqua une voiture noire qui les suivait à une certaine distance. C'était une Mercedes sombre, aux vitres teintées. Quelque chose dans ce véhicule lui donna un frisson d'avertissement. L'étude du notaire se trouvait dans un ancien hôtel particulier de 2 étages, avec des balcons en fer forgé et des portes en bois sculptées. Lorsqu'elles entrèrent dans le bureau principal, Isabelle fut surprise de trouver 2 autres personnes en attente, Rodolphe et Florence de Montaigne, les neveux et nièces de Madame Héloïse. Rodolphe était un homme d'une 40aine d'années, les cheveux gominés en arrière et un costume coûteux qui ne pouvait cacher son regard calculateur. Florence, sa sœur cadette, avait 35 ans et un visage qui aurait été magnifique sans l'expression amère qui semblait permanente sur ses lèvres peintes de rouge foncé. « Tante Héloïse », dit Rodolphe, d'une voix mielleuse, qui ne correspondait pas à la glace dans ses yeux. « Quelle surprise de te trouver ici. Nous ne savions pas que tu avais rendez-vous avec le notaire. » « Je n'avais pas à vous prévenir, » répondit Madame Héloïse sèchement. « Mes affaires ne vous concernent pas. »« Mais tante, » intervint Florence avec une fausse douceur, « nous sommes la famille. Tout ce que tu fais nous concerne, surtout quand il s'agit d'offrir des propriétés de la famille à des étrangers. » Ses yeux se posèrent sur Isabelle avec un mépris si pur qu'il était presque tangible. Isabelle sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds. Comment s'était-il mis au courant si vite? « Isabelle n'est pas une étrangère, » dit Madame Héloïse, le menton levé avec dignité. « Elle a sauvé la vie de mon petit-fils, chose qu'aucun de vous n'aurait faite. Cela ne lui donne pas le droit de recevoir des propriétés qui appartiennent à notre famille depuis des générations.
cracha Rodolphe, laissant tomber le masque de courtoisie. Cette maison était celle de ton grand-père, de notre arrière-grand-père. Tu ne peux pas simplement l'offrir à une domestique. Le notaire Dubois se racla la gorge mal à l'aise derrière son bureau. Madame Héloïse a tout à fait le droit légal de disposer de ses propriétés comme bon lui semble, dit-il d'une voix professionnelle. La maison en question est à son nom depuis plus de 20 ans. Il n'existe aucun empêchement légal au transfert. Mais il existe un empêchement moral, insista Florence. Tante, cette maison fait partie de notre patrimoine familial. Tu ne peux pas faire ça. Papa et maman se retourneraient dans leur tombe s'ils savaient. Quant à ton père, répondit Madame Héloïse d'une voix qui coupait comme du verre. C'était mon frère cadet et un homme cupide qui m'a demandé de l'argent toute sa vie, sans jamais rendre un sou. Alors ne me dis pas qu'il se soucierait du patrimoine familial. Le silence qui s'ensuivit fut si dense qu'Isabelle pouvait presque le sentir pressé contre sa peau. Elle voulait disparaître, devenir invisible, ne pas être là au milieu de cette querelle familiale. Mais Madame Héloïse lui prit la main et la serra fermement. « Maître Dubois », dit la millionnaire sans quitter ses neveux et nièces des yeux. « Procédez au transfert maintenant. » Les 30 minutes qui suivirent furent une torture. Isabelle signa là où on lui indiquait avec des mains tremblantes et le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Rodolphe et Florence restèrent assis dans un coin, lui lançant des regards de haine pure qui promettaient vengeance. Quand le processus fut terminé et que le notaire lui remit les actes de propriété dans une enveloppe cartonnée, Isabelle sentit que ses jambes la soutenaient à peine. Madame Héloïse la guida vers la sortie, ignorant complètement son neveu et sa nièce. Mais juste au moment où elles arrivèrent à la porte, Rodolphe parla d'une voix basse et pleine de menaces. « Ça ne va pas en rester là, tante. Nous allons contester ce transfert. Et quant à vous ?» Ses yeux se fixèrent sur Isabelle. « Profitez de votre petite maison de travers tant que vous le pouvez. Elle ne sera pas à vous très longtemps. » Dans le SUV, sur le chemin du retour au domaine, Madame Héloïse conduisit en silence pendant un long moment. Finalement, alors qu'elle sortait de la ville, elle parla. « Ne les écoutez pas. Ils n'ont aucun pouvoir légal pour vous enlever cette maison. Les actes sont à votre nom. Elle est à vous, Isabelle, à vous et à vos enfants. » Mais Isabelle ne se sentait pas tranquille. Elle connaissait les hommes comme Rodolphe. Elle connaissait cette sorte de haine, et elle savait qu'il ne s'arrêterait pas simplement parce que la loi n'était pas de son côté. Cet après-midi-là, après le travail, Isabelle réunit ses 6 enfants dans sa petite maison louée et leur annonça la nouvelle. Étienne, l'aîné, la regarda avec un mélange de joie et de méfiance. « Une maison, maman? Vraiment? »« Vraiment, mon amour. Elle est vieille et un peu de travers, mais elle est à nous. Nous avons enfin un chez nous. » Les jumeaux Mathis et Simon crièrent d'excitation. Louise et Camille serrèrent leur mère dans leurs bras en pleurant de bonheur. Seul le petit Gabin, 2 ans, ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il souriait parce que tous les autres souriaient. Ils passèrent les 3 jours suivants à se préparer pour le déménagement. Ils n'avaient pas grand-chose à emballer. Des vêtements, quelques casseroles, les jouets usés des enfants, les cahiers d'école, mais chaque objet leur semblait plus léger maintenant, qu'ils savaient qu'ils l'emmèneraient dans leur propre foyer. Le samedi matin de bonne heure, ils arrivèrent à la maison de travers avec l'aide d'un voisin qui possédait un pick-up. Les enfants descendirent en courant du véhicule et s'arrêtèrent devant la propriété, bouche bée. La maison était encore plus étrange qu'Isabelle ne s'en souvenait. La structure complète penchait vers l'est, comme si quelque chose de très lourd tirait de ce côté. Le toit de tuiles rouges était partiellement enfoncé. Les murs de torchis présentaient de profondes fissures. Les fenêtres en bois étaient gonflées par l'humidité. Le porche d'entrée se courbait à un angle impossible. Autour de la maison, le terrain était couvert de hautes herbes et d'arbres sauvages qui n'avaient pas été taillés depuis des décennies. « Maman !» murmura Louise en prenant la main d'Isabelle. « On va vraiment vivre ici ?»« Oui, mon amour, et nous allons la réparer petit à petit. Vous verrez qu'elle sera magnifique. » Mais à l'intérieur, Isabelle sentit une pointe de doute. Comment ce lieu allait-il être habitable? Elle n'avait pas d'argent pour les réparations, à peine de quoi manger. Elle ouvrit la porte principale, qui grinça avec un bruit qui ressemblait à une lamentation, et ils entrèrent tous ensemble. L'intérieur était sombre et sentait l'humidité ancienne. Le plancher en bois était couvert de poussière et de feuilles séchées qui étaient entrées par les fenêtres brisées. Dans le salon, il y avait de vieux meubles recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes dans la pénombre. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Isabelle fut la distribution étrange de la maison. Il y avait un musique grand salon, une petite cuisine avec un poêle à bois, 2 chambres à gauche, une salle de bain minuscule et une porte fermée au bout d'un court couloir du côté haie de la maison. La porte était faite de bois épais,
avec un vieux cadenas rouillé accroché à un anneau de fer. Isabelle s'approcha de cette porte et la toucha avec la paume de sa main. Le bois était froid, trop froid pour être normal. Et lorsqu'elle appuya son oreille contre la surface, il lui sembla entendre quelque chose. Pas un bruit exactement, mais plutôt une présence, comme si la pièce respirait. « Maman, qu'est-ce qu'il y a là ?» demanda Étienne en s'approchant avec curiosité. « Je ne sais pas, c'est fermé à clé. On peut l'ouvrir ?» Isabelle regarda le cadenas. Il était vieux mais résistant. Il faudrait des outils pour l'ouvrir, ou la clé. « Je chercherai un moyen de l'ouvrir demain, » promit-elle. « Maintenant, aidez-moi à nettoyer. Nous avons beaucoup de travail. » Ils passèrent toute la journée à balayer, serpiller, enlever les draps des vieux meubles, ouvrir les fenêtres pour faire entrer l'air frais. Les enfants travaillèrent avec une énergie surprenante, chantant et riant malgré la fatigue. Pour eux, c'était une aventure, un nouveau départ. Lorsque le soleil commença à se coucher, Isabelle prépara un dîner simple avec les provisions qu'elle avait apportées. Haricots frits, tortillas chauffées sur le poêle à bois et un peu de fromage. Ils mangèrent assis sur le sol du salon comme si c'était un pique-nique. Et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Cette nuit-là, ils couchèrent les enfants dans les deux chambres, partageant de vieux matelas qu'ils avaient trouvés dans un placard. Isabelle resta éveillée un peu plus longtemps, assise sur le porche tordu, regardant les étoiles qui brillaient au-dessus du terrain sauvage. Elle pensa à Madame Héloïse, à sa générosité, au secret contenu dans ses paroles. Et ce qu'il y a à l'intérieur aussi, elle se leva et se dirigea de nouveau vers la porte fermée. La pleine lune entrait par les fenêtres brisées, créant des ombres étranges sur les murs inclinés. Isabelle toucha le cadenas avec ses doigts et sentit de nouveau ce froid antinaturel. « Que caches-tu » murmura-t-elle à la porte. « Qu'est-ce qui est si lourd que toute la maison penche vers toi ?» Il n'y eut pas de réponse, bien sûr, seulement le silence de la nuit et le chant lointain des grillons. Mais lorsqu'elle revint dans le salon pour dormir sur le vieux canapé, Isabelle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Sur le chambranle de la porte fermée, presque invisible dans la pénombre, il y avait une petite inscription gravée dans le bois. Elle s'approcha avec une bougie qu'elle avait allumée et lut les mots usés par le temps. « Ce que tu protèges de ta vie te protégera. » Un frisson lui parcourut le dos. Qui avait gravé cela? Le grand-père de Madame Héloïse? Et qu'est-ce que cela signifiait? Isabelle était sur le point de s'éloigner lorsqu'elle entendit quelque chose qui la laissa paralysée. Un bruit qui venait de l'intérieur de la pièce fermée. Ce n'était pas fort, ce n'était pas menaçant, c'était juste un léger craquement, comme du vieux bois qui s'ajuste, ou comme quelque chose de très lourd bougeant à peine 1 millimètre. Et puis, dans le silence qui s'ensuivit, Isabelle aurait juré qu'elle entendit autre chose, quelque chose qui ressemblait de manière impossible à une respiration profonde, lente, patiente, comme si ce qui se trouvait dans cette pièce avait attendu pendant des années, des décennies, attendu que quelqu'un arrive, attendu que la bonne personne ouvre enfin la porte et découvre ce que Madame Héloïse avait gardé caché du monde pendant si longtemps, ce qui avait fait que cette maison s'était inclinée sous le poids du plus grand secret de sa vie. Le dimanche se leva avec un ciel gris qui menaçait la pluie. Isabelle se réveilla sur le vieux canapé, le corps endolori et l'esprit agité. Les bruits de la nuit précédente ne l'avaient pas laissé bien dormir. Chaque craquement de la maison, chaque gémissement du vieux bois, la faisait penser à cette pièce fermée et à ce qui pouvait être caché derrière cette porte. Elle prépara du café sur le poêle à bois et sortit sur le porche pour le boire pendant que les enfants dormaient encore. Le terrain semblait différent sous la lumière grisâtre du matin, plus sauvage, plus abandonné. Les arbres qui entouraient la propriété étaient énormes et tordus, avec des branches qui s'étendaient comme des doigts arthritiques vers le ciel. La végétation arrivait jusqu'aux fenêtres de la maison. Au loin, elle pouvait voir le chemin de terre qui reliait la propriété à la route principale. Elle buvait la dernière gorgée de café lorsqu'elle aperçut la voiture, la même Mercedes noire qui les avait suivis jusqu'au bureau du notaire. Elle s'arrêta sur le chemin à environ 50 mètres de la maison, mais n'éteignit pas le moteur. Les vitres teintées rendaient impossible de voir qui était à l'intérieur, mais Isabelle savait avec une certitude absolue que c'était Rodolphe de Montaigne. La voiture resta là pendant 5 minutes éternelles, observant seulement, attendant seulement. Puis, aussi silencieusement qu'elle était arrivée, elle fit demi-tour et s'éloigna en soulevant un nuage de poussière rougeâtre. Isabelle sentit une boule de peur dans son estomac. Cet homme n'allait pas abandonner et elle était seule ici avec 6 enfants dans une maison qui tenait à peine debout. Quand les enfants se réveillèrent, Isabelle les occupa avec des tâches de nettoyage et de petits travaux. Étienne aida à réparer une fenêtre brisée à l'aide de cartons et de rubans adhésifs. Les jumeaux enlevèrent plus de végétation du jardin.
Louise et Camille balayèrent le porche. Même le petit Gabin aidait en ramassant des brindilles et en les mettant dans un seau. Mais l'esprit d'Isabelle était ailleurs. Il était dans cette pièce fermée, dans le cadenas rouillé, musique, dans l'inscription gravée sur le chambranle, dans les bruits qu'elle avait entendus pendant la nuit. Ce que tu protèges de ta vie te protégera. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'y avait-il là, dedans, qui avait besoin de protection ou qui pouvait la protéger elle? Vers midi, lorsque la pluie commença enfin à tomber, une visite inattendue arriva. Un SUV blanc s'arrêta devant la maison et Madame Héloïse en descendit, vêtue de vêtements simples mais élégants, portant un grand panier couvert d'une couverture. « Je suis venu voir comment vous êtes installé, » dit la millionnaire en montant sur le porche, évitant les planches les plus tordues, « et vous apporter quelques affaires. » Le panier contenait de la nourriture, du pain frais, du fromage, du jambon, des fruits, du lait et même un poulet rôti entier. Les enfants se pressèrent autour, les yeux brillants d'excitation. Isabelle sentit les larmes menacées de déborder. « Madame, vous n'auriez pas. »« Si, je devais, » interrompit Madame Héloïse avec fermeté. « Et ne m'appelez plus Madame. Appelez-moi Héloïse. Vous ne travaillez plus pour moi. Maintenant, vous êtes une amie. » Le mot resta suspendu dans l'air, étrange et nouveau pour les deux, mais aussi vrai. Madame Héloïse entra dans la maison et la parcourut d'un œil critique. Lorsqu'elle arriva au couloir qui menait à la porte fermée, elle s'arrêta. Son visage devint sérieux. « Avez-vous déjà essayé de l'ouvrir » demanda-t-elle sans quitter la porte des yeux. « Je n'ai pas la clé et le cadenas est très vieux. Il me faudrait des outils pour le casser. » Madame Héloïse mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite clé noircie par le temps. Elle la tint devant Isabelle comme si elle lui remettait quelque chose de sacré. « C'est la clé, » dit-elle d'une voix douce. « Mais avant que vous n'ouvriez cette porte, j'ai besoin de vous expliquer certaines choses. Pouvons-nous parler seuls ?» Isabelle demanda à Étienne de surveiller ses frères et sœurs et suivit Madame Héloïse sur le porche. Elles s'assirent sur les marches tordues tandis que la pluie tombait avec force, créant un manteau d'intimité autour d'elle. Madame Héloïse prit une profonde inspiration avant de parler. « Mon grand-père, Cornélius de Montaigne, a construit cette maison il y a plus de 90 ans. C'était un homme très riche, mais aussi très prudent. Il ne faisait pas confiance aux banques. Il ne faisait confiance à personne en réalité. Alors, il a décidé de conserver sa fortune d'une manière particulière. » Isabelle écoutait en silence, le cœur battant plus vite. Pendant des années, mon grand-père a accumulé des objets de valeur, de l'art colonial, d'anciennes sculptures religieuses, des bijoux de l'époque de la Révolution, des pièces d'or, des mines d'argent, des documents historiques, des livres rares, des choses qui valent des fortunes aujourd'hui. Il gardait tout dans cette pièce, et le poids de tant d'objets après des décennies est ce qui a fait que la maison s'est inclinée de cette façon. Isabelle sentit que le monde s'arrêtait autour d'elle. Le bruit de la pluie devint lointain. Sa voix était à peine un murmure quand elle parla. « Vous êtes en train de dire qu'à l'intérieur de cette pièce se trouve une fortune, » compléta Madame Héloïse. « Une fortune que mon grand-père a laissée en héritage à ma grand-mère, qui est ensuite passée à mon père, qui est ensuite passée à moi. Mais je ne l'ai jamais sortie de là, je ne l'ai jamais vendue. Je l'ai laissée dans cette pièce toutes ces années, parce que je savais que, si ma famille apprenait la véritable valeur de ce qu'il y avait à l'intérieur, ils me tueraient pour s'en emparer. Mais vos neveux et nièces, Rodolphe et Florence, ils ne savent pas. Ils savent que la maison existe, ils savent qu'elle est abandonnée de travers, mais ils croient que ce n'est qu'une vieille propriété sans valeur. Mon grand-père était très astucieux. Il n'a jamais enregistré le contenu de la pièce dans aucun inventaire officiel. Pour le monde, ces choses n'existent pas, et j'ai gardé ce secret pendant plus de 20 ans. » Isabelle ressentit un étourdissement soudain. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Ce n'était pas possible. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi me racontez-vous cela? Pourquoi m'avez-vous donné la maison avec tout ce qu'il y a à l'intérieur ?» Madame Héloïse la regarda avec ses yeux gris pénétrants, mais cette fois il y avait de la tendresse en eux et une profonde tristesse. « Parce que je n'ai personne d'autre en qui avoir confiance. Mon mari est mort il y a 22 ans. Mon fils vit à Paris et ne me rend visite que par obligation. Mes neveux et nièces n'attendent que ma mort pour se partager le peu qu'ils croient que j'ai. Je suis seule, Isabelle, complètement seule. » Sa voix se brisa. « Mais ensuite, je vous ai vu travailler. Je vous ai vu supporter les humiliations avec dignité. Je vous ai vu aimer vos enfants avec une force que je n'ai jamais eue. Et quand vous vous êtes jeté dans le lac sans réfléchir pour sauver mon petit-fils, j'ai su que vous étiez la bonne personne, la seule personne qui méritait cela. Je ne peux pas accepter cela, » dit Isabelle en se levant brusquement. « Chestrop, j'ai seulement fait ce que toute personne décente aurait fait.
Je ne mérite pas une fortune pour cela. Ce n'est pas pour cela, insista Madame Héloïse en se levant également. C'est pour qui vous êtes, pour la façon dont vous avez vécu votre vie, même dans la pire adversité, et parce que je sais que vous allez utiliser cette fortune pour quelque chose de bien, pour vos enfants, pour leur donner la vie qu'ils méritent. Isabelle voulait discuter, voulait refuser, mais les mots ne sortirent pas parce qu'au fond de son cœur, elle savait que cette opportunité était un miracle, une seconde chance que la vie lui donnait après tant de souffrances. Madame Héloïse plaça la clé dans la paume de sa main et referma les doigts d'Isabelle autour d'elle. « Ouvrez la pièce quand vous serez prête. Prenez votre temps. Vous n'avez pas à décider quoi que ce soit maintenant, mais je veux que vous sachiez que tout ce qu'il y a là-dedans est légalement à vous. Les actes de propriété de la maison incluent le contenu. C'est protégé par des lois successorales que personne ne peut toucher, pas même mes neveux et nièces, même s'ils essaient. Et vous? Vous n'avez besoin de rien de tout cela? » Madame Héloïse sourit avec tristesse. « J'ai déjà eu ma vie, j'ai déjà eu mon opportunité. Maintenant c'est votre tour et celui de vos enfants. » Elles restèrent en silence pendant un long moment, écoutant la pluie, chacune perdue dans ses pensées. Finalement, Madame Héloïse prit congé avec une accolade qu'Isabelle n'attendait pas et partit dans son SUV blanc, disparaissant dans le rideau de pluie. Isabelle resta debout sur le porche, la clé à la main, tremblante, non pas de froid, mais d'anticipation mêlée de peur. À l'intérieur de cette maison, derrière cette porte fermée, attendait quelque chose qui pouvait changer sa vie à jamais, mais aussi quelque chose qui la rendait vulnérable. Car si Rodolphe et Florence apprenaient la véritable valeur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Un coup de tonnerre retentit dans le ciel, si fort qu'il fit trembler la maison. Les enfants crièrent, effrayés, depuis l'intérieur. Isabelle se précipita à l'intérieur pour les calmer. Cette nuit-là, après un dîner simple, et après avoir couché les enfants, Isabelle se tint devant la porte fermée, la clé à la main. La maison était dans un silence absolu, sauf pour le tambourinement constant de la pluie sur le toit et le craquement occasionnel du bois. Elle tendit la main vers le cadenas. La clé se glissa dans la serrure, comme si elle avait attendu ce moment pendant des décennies. Elle tourna avec un clic métallique qui résonna dans le couloir comme un coup de feu. Le cadenas s'ouvrit. Isabelle l'enleva d'une main tremblante et le laissa tomber au sol. Elle posa la main sur la poignée de la porte. Elle était glaciale. Elle prit une profonde inspiration. 2 fois, 3 fois. Puis elle poussa. La porte s'ouvrit lentement avec un grincement long et agonisant. L'obscurité à l'intérieur était absolue. Isabelle ne pouvait rien voir au-delà du seuil, seulement l'obscurité et cette odeur étrange, comme du vieux papier et du bois ancien, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. Elle chercha l'interrupteur de lumière près de la porte, mais n'en trouva aucun. Bien sûr que non. Cette maison était très vieille. Il n'y avait pas d'électricité dans cette pièce. Il lui faudrait des bougies ou une lampe à huile, quelque chose pour éclairer cet espace qui était resté fermé pendant si longtemps. Elle était sur le point de refermer la porte lorsqu'elle vit quelque chose qui lui fit arrêter le cœur. Dans l'obscurité absolue de la pièce, quelque chose brillait. Ce n'était pas grand-chose, juste un faible scintillement, comme de la lumière se reflétant sur une surface polie. Mais c'était là et cela semblait bouger légèrement, comme si cela respirait. Isabelle fit un pas en arrière, tous les poils de son corps hérissés. Et puis, d'un endroit dans la profondeur de cette pièce sombre, elle entendit un bruit qui ne pouvait pas être réel, un bruit qui la laissa complètement paralysée. Le tintement délicat de métal contre métal, comme des pièces qui tombent, ou des chaînes qui bougent, ou quelque chose de lourd s'ajustant à sa place, après avoir été dérangé. Et sous ce bruit presque imperceptible, autre chose, un murmure, non de voix, mais de l'air lui-même, se déplaçant à l'intérieur de la pièce, comme si l'espace avait été scellé pendant si longtemps que le simple fait d'ouvrir la porte avait réveillé quelque chose qui dormait. Isabelle claqua la porte, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Elle s'appuya contre le mur du couloir, tremblante, essayant de reprendre son souffle. Demain, elle entrerait avec la lumière du jour, avec des bougies, avec ses enfants éveillés dans la maison pour ne pas se sentir si seule. Demain, elle affronterait ce qui l'attendait dans cette pièce. Mais en retournant au salon pour essayer de dormir, une partie d'elle savait la vérité. Après avoir ouvert cette porte, après avoir dérangé ceux qui dormaient à l'intérieur, plus rien ne serait pareil. Et pas seulement à cause de la fortune qu'elle s'attendait à découvrir, mais parce qu'en ouvrant cette porte, elle avait libéré autre chose, quelque chose que Madame Héloïse avait gardé enfermé pendant des décennies, un secret si grand, si lourd, qu'il avait fait pencher une maison entière sous son poids. Un secret que Rodolphe et Florence de Montaigne étaient sur le point de découvrir, car à cet instant précis,
Tandis qu'Isabelle essayait de dormir sans y parvenir, la Mercedes noire était de nouveau garée sur le chemin de terre, et Rodolphe était à l'intérieur, parlant au téléphone d'une voix basse et urgente, donnant des instructions précises à quelqu'un à l'autre bout du fil, des instructions qui impliquaient cette maison de travers et une veuve qui n'avait aucune idée du danger qui approchait. Le lundi se leva dans un silence perturbant. La pluie avait cessé pendant la nuit, laissant le terrain trempé et l'air chargé d'humidité. Isabelle se réveilla tôt, le corps endolori du canapé et l'esprit encore piégé par les bruits qu'elle avait entendus derrière la porte fermée. Elle prépara le petit déjeuner pour les enfants, de la bouillie chaude avec un peu de sucre et de cannelle. Les dernières galettes qu'il restait, du café léger. Pendant qu'il mangeait, Isabelle remarqua qu'Étienne la regardait avec inquiétude. « Maman, ça va? Tu as l'air fatiguée. Je vais bien, mon amour. J'ai juste mal dormi. » Mais ce n'était pas seulement cela. Toute la nuit, elle avait eu la sensation que quelqu'un observait la maison de l'extérieur. Plusieurs fois, elle s'était levée pour regarder par les fenêtres brisées, mais n'avait jamais rien vu d'autre que l'obscurité et les arbres bougeant avec le vent. Après le petit déjeuner, elle demanda à Étienne de rester s'occuper de ses frères et sœurs. Elle prit 3 grosses bougies qu'elle avait trouvées dans un tiroir de la cuisine, un briquet, et se dirigea vers le couloir d'un pas décidé. Elle ne pouvait pas continuer à remettre cela à plus tard. Elle devait savoir ce qu'il y avait dans cette pièce. Elle devait comprendre pourquoi Madame Héloïse lui avait donné quelque chose d'aussi précieux. La porte était exactement comme elle l'avait laissée la nuit précédente, fermée avec le cadenas au sol. Isabelle alluma les 3 bougies, en disposa 2 sur le sol du couloir pour avoir une lumière de secours, éteint la 3e d'une main ferme. Puis, elle poussa la porte. Cette fois, elle s'ouvrit sans résistance, comme si la pièce avait accepté d'être enfin révélée. La lumière de la bougie pénétra l'obscurité, et ce qu'Isabelle vit la coupa le souffle. La pièce était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, peut être 5 par 6 mètres, mais chaque centimètre était occupé. Les murs étaient recouverts d'étagères en bois sombre, et sur ces étagères, il y avait de tout. Des objets empilés avec un soin méticuleux, protégés par des tissus, organisés par catégories qui révélaient l'esprit ordonné du grand-père de Madame Héloïse. Isabelle fit un pas en avant, levant la bougie pour mieux voir. Sa respiration s'accéléra. Sur l'étagère la plus proche, il y avait des peintures religieuses encadrées, des vierges coloniales aux auréoles dorées, des saints aux expressions sereines, des Christs sculptés dans du bois ancien. Isabelle reconnut le style, bien qu'elle ne sût pas grand-chose en art, mais même elle pouvait voir qu'elles étaient vieilles, très vieilles, des siècles d'antiquité. Plus loin, dans des boîtes en bois avec des serrures en bronze, il y avait des livres, des centaines de livres. Isabelle ouvrit une boîte avec précaution et en sortit le volume supérieur. C'était un livre énorme avec des couvertures en cuir gaufré et des pages jaunies par le temps. Le titre était en français ancien, presque illisible, mais elle réussit à distinguer une date, 1683, 342 ans d'ancienneté. Elle continua d'avancer, les jambes tremblantes. Au centre de la pièce, il y avait des coffres en fer avec des cadenas qui étaient également ouverts, comme si Madame Héloïse avait voulu qu'Isabelle puisse accéder à tout sans difficulté. Elle s'agenouilla devant le premier et l'ouvrit. Des pièces, des centaines, être des milliers de pièces d'or brillaient à la lumière de la bougie comme de minuscules étoiles. Isabelle en prit une avec des doigts tremblants. Elle était lourde, froide. Elle avait gravé un écusson et des lettres qu'elle ne pouvait pas bien lire, mais elle savait que c'était de l'or musique pure, des mines coloniales. Le deuxième coffre contenait des bijoux, d'énormes colliers de perles, des bagues avec des pierres précieuses qui lançaient des éclats de couleur lorsque la lumière de la bougie les touchait, des bracelets en or travaillé, d'anciennes broches incrustées de diamants. Isabelle ne connaissait rien à la joaillerie, mais même elle pouvait voir que ces objets n'étaient pas de simples ornements, c'étaient des trésors historiques. Le 3e coffre la fit presque pleurer. Il était rempli de lingots d'argent, parfaitement empilés, chacun de la taille d'une brique. Isabelle compta 30 lingots. Puis elle cessa de compter, car les larmes lui brouillaient la vue. Mais ce n'était pas tout. Il y avait plus d'étagères au fond de la pièce. Elle se leva et se dirigea vers elle, sentant que ses jambes la soutenaient à peine. Elle trouva des sculptures religieuses en bois sculpté, certaines si détaillées qu'elles semblaient vivantes. Des calices musiques, en or et en argent, des manuscrits enroulés dans des tubes de cuir, d'anciennes cartes dessinées à la main, des documents officiels avec des sceaux de cire rouge, des figures précolombiennes de jade et d'obsidienne que le grand-père de Madame Héloïse avait dû collectionner lors de ses voyages. Dans un coin, enveloppé dans des tissus de velours, il y avait des peintures sans cadre. Isabelle en déballa une avec une extrême précaution
et faillit laisser tomber la bougie. C'était un portrait d'une femme espagnole du XVIIe siècle, vêtue de soie et de dentelle, regardant le spectateur avec des yeux pénétrants. La peinture était signée dans le coin inférieur « Musique », mais Isabelle ne reconnut pas le nom. Cependant, la technique, les couleurs, la façon dont la lumière semblait émaner du visage de la femme, c'était l'œuvre d'un maître. Isabelle laissa la peinture avec précaution « Musique » et s'assit sur le plancher en bois, incapable de rester debout. Autour d'elle, dans cette pièce qui avait fait pencher toute la maison sous son poids, il y avait une fortune qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était de l'histoire, c'était de l'art, c'était l'héritage de générations accumulées avec patience et vision, et maintenant c'était à elle et à ses 6 enfants. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise là à pleurer en silence pendant que la bougie se consumait. Elle pensa à Rémi, son mari mort, qui avait travaillé jusqu'au dernier jour de sa vie sans se plaindre. Elle pensa aux humiliations qu'elle avait subies à Chinon. Elle pensa aux nuits où ses enfants s'étaient endormis avec la faim au ventre. Elle pensa à toutes les fois où elle avait imploré Dieu de lui donner une opportunité, une seule, pour donner une vie meilleure à ses enfants. Et Dieu avait répondu, mais pas comme elle s'y attendait, non pas avec un meilleur travail ou un coup de chance, mais à travers Madame Héloïse, une femme solitaire, qui avait vu en Isabelle quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Dignité, bonté, courage. Ce que tu protèges de ta vie te protégera. Maintenant, elle comprenait l'inscription sur le chambranle de la porte. Le grand-père de Madame Héloïse avait protégé cette fortune de sa vie, la gardant cachée du monde. Et maintenant, cette fortune allait protéger Isabelle et ses enfants. Elle leur donnerait l'éducation, la santé, les opportunités. Elle leur donnerait l'avenir qu'ils méritaient, mais d'abord, elle devait la protéger. Car si Rodolphe et Florence apprenaient ce qu'il y avait ici, la pensée fut interrompue par un cri d'Étienne depuis le salon. « Maman, maman, viens vite !» Isabelle se leva d'un bond, laissa la bougie au sol avec précaution et courut vers le salon. Elle trouva ses 6 enfants entassés près de la fenêtre, regardant dehors avec des visages effrayés. « Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un homme dehors !» murmura Étienne. « Il prend des photos de la maison. » Isabelle jeta un coup d'œil par la fenêtre brisée et sentit son estomac se nouer. C'était Rodolphe de Montaigne. Il était debout dans le jardin avant en pleine lumière du jour, avec un appareil photo professionnel à la main. Il prenait des photographies de la maison sous tous les angles, le devant, les côtés, le toit enfoncé, les fenêtres brisées, et le pire de tout, il portait un costume élégant et un sourire satisfait qui ne présageait rien de bon. Isabelle sortit sur le porche, le cœur battant dans sa gorge. Rodolphe cessa de prendre des photos et la regarda avec ce sourire qui était plus une menace qu'un geste amical. « Bonjour Isabelle. J'espère que je ne vous dérange pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je documente simplement la propriété, » répondit-il d'une voix mielleuse. « Vous voyez, mon avocat m'a conseillé d'enregistrer l'état actuel de cette maison pour le dossier légal. Vous comprenez ? Madame Héloïse m'a déjà donné les actes. La maison est légalement à moi. Vous ne pouvez rien faire pour changer cela. » Le sourire de Rodolphe s'élargit, mais ses yeux restèrent froids comme la glace. « Oh non, je n'essaie pas de vous prendre la maison, Isabelle. Ce serait difficile. Mais il y a d'autres façons de résoudre cette affaire. » Il rangea l'appareil photo dans son sac et s'approcha du porche. « Regardez cet endroit. Il est sur le point de s'effondrer. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau courante. Les murs ont d'énormes fissures. Le toit est enfoncé. Croyez-vous vraiment qu'il soit sûr de vivre ici avec 6 jeunes enfants ?» Isabelle sentit un frisson d'avertissement. « Je peux la réparer petit à petit. Avec quel argent ?» La voix de Rodolphe se durcit. « Vous êtes une femme pauvre, Isabelle, une veuve sans ressources. Et cette maison a besoin de réparations qui coûteraient des centaines de milliers d'euros. Peut être des millions. Comment allez-vous payer cela? Ce ne sont pas vos affaires. Mais ce sont les affaires de l'Agence de sécurité civile et de l'habitat, dit Rodolphe avec un sourire triomphant. Il se trouve que j'ai un ami qui y travaille. Et par hasard, je lui ai mentionné hier qu'une veuve avec 6 enfants avait emménagé dans une maison structurellement dangereuse. Il m'a dit qu'ils allaient venir faire une inspection, probablement demain. Et quand ils verront l'état de cet endroit, il haussa les épaules. Ils vont la condamner. Ils vont vous interdire de vivre ici. Et alors, que ferez-vous? Isabelle sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Il avait raison. La maison était un désastre. Et si l'agence la déclarait inhabitable? Mais ne vous inquiétez pas, continua Rodolphe, avec une fausse compassion. J'ai une solution. Je vous achète la maison, je vous offre 5 000 euros. En espèces, aujourd'hui même. C'est plus que ce que vaut cette ruine. Avec cet argent,
Vous pourrez louer quelque chose de décent en ville en attendant de trouver du travail. 5 000 €. C'était une fortune pour quelqu'un dans sa situation, mais ce n'était rien, absolument rien comparé à ce qu'il y avait dans la pièce fermée. Elle n'est pas à vendre, dit Isabelle d'une voix ferme, même si elle tremblait à l'intérieur. Le sourire de Rodolphe disparut. Son visage se durcit jusqu'à ressembler à de la pierre taillée. Vous allez le regretter, dit-il d'une voix basse et menaçante. Ma tante a fait une erreur en vous donnant cette propriété et je vais corriger cette erreur d'une manière ou d'une autre. Il se retourna et se dirigea vers sa Mercedes noire. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. Ah, et au fait, j'ai parlé à quelques personnes à Chinon de cette maison et de votre bonne fortune. Vous savez comment sont les gens de la ville, bavards, curieux. J'imagine que vous allez bientôt avoir beaucoup de visites, des gens qui se demandent ce que cette vieille maison a de si spécial pour que ma tante vous l'ait offerte. Des gens qui spéculent, des gens qui enquêtent. Le message était clair. Rodolphe allait faire courir des rumeurs. Il allait attirer l'attention sur cette propriété. Et si suffisamment de personnes commençaient à poser des questions, quelqu'un finirait par découvrir le secret de la pièce fermée. La Mercedes démarra et s'éloigna en soulevant de la poussière. Isabelle resta debout sur le porche, tremblante de fureur et de peur. Ses enfants sortirent de la maison et se pressèrent autour d'elle. « Maman, qui était ce monsieur ?» demanda Louise d'une voix effrayée. « Personne d'important, mon amour. Juste un homme méchant qui va bientôt apprendre qu'il ne peut pas nous intimider. » Mais dans son intérieur, Isabelle savait la vérité. Elle était dans de graves problèmes. Rodolphe allait utiliser toutes les ressources à sa disposition pour lui prendre cette maison et elle n'avait pas d'argent pour engager des avocats. Elle n'avait pas de relations politiques. Elle n'avait rien, sauf une maison de travers pleine de trésors qu'elle ne pouvait pas vendre sans attirer de questions dangereuses. Elle avait besoin d'aide et il n'y avait qu'une seule personne au monde qui pouvait lui en donner. « Étienne » appela-t-elle son fils aîné. « J'ai besoin que tu restes t'occuper de tes frères et sœurs. Je sors un moment. »« Où vas-tu ?»« Voir Madame Héloïse. »« Ça ne peut pas attendre. » Isabelle marcha sur le chemin de terre jusqu'à la route principale, où elle réussit à arrêter un bus qui l'emmena à Chinon. De là, elle prit un taxi qu'elle ne pouvait pas se permettre jusqu'au domaine des Tilleuls. Quand elle frappa à la porte de service, ce fut Sophie qui lui ouvrit. « Isabelle, qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que… » « J'ai besoin de parler à Madame Héloïse. C'est urgent. » Sophie la laissa entrer et alla chercher la millionnaire. Isabelle attendit dans la cuisine, les mains jointes et le cœur au galop. Quand Madame Héloïse entra, son visage se remplit d'inquiétude. « Que s'est-il passé? Vous allez bien? Les enfants vont bien? »« Rodolphe est venu à la maison ce matin, » dit Isabelle sans détour. « Il a pris des photos. Il a dit qu'il allait appeler l'agence de sécurité civile pour qu'elle condamne la propriété et il fait courir des rumeurs en ville pour que les gens se demandent ce que cette maison a de si spécial. » Madame Héloïse ferma les yeux et laissa échapper un long soupir fatigué. « Je savais qu'il ferait quelque chose comme ça. Mon neveu n'accepte jamais une défaite. » Elle ouvrit les yeux et regarda Isabelle avec détermination. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Ni lui, ni l'agence de sécurité civile ne peuvent vous prendre cette maison si vous ne voulez pas la vendre. Les actes sont légaux et sans appel. Mais si elle est déclarée inhabitable, je ne pourrai pas y vivre. Et alors Rodolphe continuera de faire pression jusqu'à ce que je n'ai plus d'autre choix que de vendre. Non, si nous réparons la maison d'abord. Je n'ai pas d'argent pour les réparations et vous m'avez déjà donné trop. Je ne peux pas vous demander plus. Madame Héloïse prit les mains d'Isabelle entre les siennes. « Isabelle, vous avez ouvert la pièce. » Elle hocha la tête, les larmes menaçant de déborder. « Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur ?»« Oui, j'ai vu. Tout. Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. Je n'arrive pas à croire que ce soit à moi maintenant. »« Alors vous connaissez déjà la réponse, » dit Madame Héloïse avec douceur. « Vendez une pièce, juste une, quelque chose de petit qui n'attire pas trop l'attention. Utilisez cet argent pour réparer la maison. Rendez-la habitable et quand l'agence de sécurité civile viendra l'inspecter, elle n'aura aucun argument légal pour la condamner. » Isabelle la regarda, les yeux écarquillés. « Vendre une pièce. Mais comment? Où? À qui? Je vais vous aider. Je connais des gens, des collectionneurs discrets, des gens qui payent bien et ne posent pas de questions gênantes. » Madame Héloïse sourit. « Mon grand-père n'était pas le seul dans la famille avec des relations, vous savez. » Pour la première fois de la journée, Isabelle sentit une étincelle d'espoir. « Rentrez chez vous, » continua Madame Héloïse. « Choisissez une pièce de la chambre, quelque chose de précieux, mais pas trop grand. Apportez-la-moi demain matin, et laissez-moi m'occuper du reste. » Isabelle serra la millionnaire dans ses bras, incapable d'exprimer par des mots la gratitude qu'elle ressentait. Madame Héloïse lui rendit son étreinte,
Et à ce moment-là, les deux femmes solitaires s'accrochèrent l'une à l'autre comme des naufragés au milieu d'une tempête. Quand Isabelle rentra à la maison de travers, il était déjà tard. Le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange et de violet. Ses enfants coururent l'accueillir, soulagés qu'elle soit revenue. Elle leur prépara un dîner simple et les coucha tôt en leur chantant les chansons que Rémi leur chantait quand il était vivant. Puis, quand toute la maison fut silencieuse, Isabelle retourna à la pièce fermée avec une bougie à la main. Elle s'agenouilla devant les coffres et commença à en examiner le contenu avec soin, cherchant quelque chose qu'elle pourrait vendre sans avoir l'impression de trahir le cadeau de Madame Héloïse. Finalement, au fond du deuxième coffre, elle trouva un collier. Il était magnifique, mais pas ostentatoire. Une fine chaîne en or avec un médaillon ovale contenant un portrait miniature d'une jeune femme. Le travail était exquis, clairement ancien, probablement du début du XIXe siècle, précieux, mais pas autant que les lingots d'argent ou les peintures coloniales. Isabelle le tint à la lumière de la bougie, admirant les détails du médaillon. Puis elle le rangea soigneusement dans sa poche. Demain, elle commencerait à changer son destin. Mais tandis qu'elle refermait la porte de la pièce et retournait au salon, elle ne vit pas la silhouette qui observait la maison depuis les arbres de l'autre côté du chemin. Elle ne vit pas l'éclat de jumelles reflétant la lumière de la lune. Elle n'entendit pas le clic-fouet d'un appareil photo prenant des photographies dans l'obscurité. Rodolphe de Montaigne n'était pas seul dans cette affaire. Il avait engagé quelqu'un qui surveillerait cette maison jour et nuit, quelqu'un qui rapporterait chaque mouvement d'Isabelle, chaque entrée, chaque sortie, chaque visiteur. Et quand il découvrirait enfin quel secret cachait cette maison de travers, quand il comprendrait enfin pourquoi Madame Héloïse l'avait donnée à une simple servante, la véritable guerre ne ferait que commencer. Le mardi se leva avec un ciel dégagé qui promettait une chaleur intense. Isabelle se leva avant l'aube, fit sa toilette du mieux qu'elle put avec l'eau froide du robinet rouillé de la salle de bain et s'habilla avec ses vêtements les plus présentables. Le collier ancien reposait dans une petite pochette en tissu dans sa poche, pesant plus par sa signification que par sa taille. Elle laissa Étienne responsable de ses frères et sœurs avec des instructions strictes. Ne pas ouvrir la porte à quiconque. Garder fermées les fenêtres qui avaient encore des vitres, et s'il voyait la Mercedes noire de Rodolphe, se cacher dans la pièce du fond jusqu'à ce qu'il s'en aille. « Maman, tu me fais peur », dit Étienne en fronçant les sourcils. Il avait 14 ans, mais parfois il paraissait beaucoup plus âgé, surtout depuis la mort de son père. « N'aie pas peur, mon amour. Sois juste prudent. Je serai de retour avant midi. » Le trajet jusqu'au domaine des Tilleuls lui sembla éternel. Chaque minute passée loin de ses enfants était une agonie. Mais quand elle arriva enfin et que Madame Héloïse lui ouvrit personnellement la porte, Isabelle sentit qu'elle pouvait respirer de nouveau. « Entrez, entrez, je vous attendais. » Dans le bureau privé de Madame Héloïse, Isabelle sortit le collier d'une main tremblante. La millionnaire l'examina sous la lumière de la fenêtre, faisant tourner le médaillon entre ses doigts avec un soin expert. « Il est magnifique. » Fin du XIXe siècle, je dirais probablement d'Europe, apporté en France pendant le Second Empire. Elle leva les yeux vers Isabelle. « Vous avez bien choisi. C'est précieux, mais pas trop rare pour attirer trop d'attention. Combien croyez-vous qu'il vaille? Sur le marché ouvert avec des certificats d'authenticité et de provenance, il pourrait valoir entre 20 000 et 30 000 euros. Mais nous n'allons pas sur le marché ouvert. » Madame Héloïse enveloppa à nouveau le collier dans le tissu. « J'ai un ami à Lyon, Edmond Moreau. C'est un collectionneur privé très discret. Je lui ai déjà vendu des choses. Il ne pose pas de questions et paye en espèces. Il peut nous donner 15 000 euros pour cela, aujourd'hui même. » Isabelle sentit ses genoux se dérober. 15 000 euros, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Vraiment, vraiment, mais nous devons y aller maintenant. Edmond est à son bureau jusqu'à 2 heures de l'après-midi, puis il voyage à Marseille. Si nous voulons faire cela aujourd'hui, nous devons partir tout de suite. Le voyage jusqu'à Lyon prit un peu plus d'1 heure. Madame Héloïse conduisait son SUV avec confiance sur l'autoroute, tandis qu'Isabelle regardait par la fenêtre sans vraiment voir le paysage. Son esprit était à la maison de travers, à ses enfants, à l'homme que Rodolphe avait engagé pour les surveiller. Elles arrivèrent à un quartier résidentiel élégant, avec d'énormes maisons protégées par de hauts murs et des portails électriques. Madame Héloïse s'arrêta devant une construction moderne de 3 étages, toute de verre et d'acier. Un garde de sécurité vérifia leurs identités avant de les laisser passer. Edmond Moreau était un homme d'environ 60 ans, mince et élégant, aux cheveux entièrement blancs et aux lunettes à monture dorée. Son bureau ressemblait plus à un musée qu'à un lieu de travail. Des murs couverts de peintures coloniales, des vitrines remplies de sculptures anciennes,
des bureaux en acajou chargés de livres rares. « Chère Héloïse, quel plaisir de vous voir !» Il salua d'une voix cultivée. Puis il regarda Isabelle avec curiosité. « Et qui est votre ami ? Quelqu'un qui a besoin de votre discrétion, Edmond. » Comme toujours, le collectionneur hocha la tête avec compréhension. Madame Héloïse lui montra le collier. Edmond l'examina avec une loupe de bijoutier pendant plusieurs minutes qui parurent des heures. Finalement, il sourit. 19e siècle. Or 18 carats. Le portrait miniature est l'œuvre d'un maître, probablement français. La technique est impeccable. Il leva les yeux. Je peux vous offrir 15 000 €, en espèces, tout de suite. Isabelle pouvait à peine croire ce qui se passait. C'était trop facile, trop rapide. Il n'a pas besoin de papier, de documents. Edmond sourit avec amabilité. Cher ami, dans mon domaine, il est parfois préférable de ne pas trop enquêter sur la provenance. Je me fie au jugement d'Héloïse. Si elle dit que c'est légitime, c'est suffisant pour moi. 20 minutes plus tard, Isabelle sortit de ce bureau avec une enveloppe cartonnée pleine de billets de 50 et 100 €, 15 000 €. Un poids qui était physique, mais aussi symbolique, le poids de l'espoir. Sur le chemin du retour, Madame Héloïse lui donna des conseils pratiques. Cherchez Monsieur André Lefebvre. C'est un maître maçon à Chinon, le meilleur de la région. Dites-lui que je vous envoie. Il peut réparer votre maison en 2 semaines si vous travaillez rapidement. Utilisez 8 000 € pour les réparations. Gardez le reste pour les urgences et pour vos enfants. Et si Rodolphe essaye d'arrêter les travaux? Il ne peut pas. Musique, c'est votre propriété. Mais travaillez vite, Isabelle, très vite. Quand Isabelle revint à la maison de Travers, il était presque 3 heures de l'après-midi. Ses enfants coururent l'accueillir et elle les serra dans ses bras avec une force qui les fit crier de rire. Puis elle leur montra l'enveloppe avec l'argent, sans leur dire exactement combien il y avait, et leur expliqua qu'ils allaient réparer la maison. « Vraiment, maman ?» demanda Louise, les yeux brillants. « Elle va avoir l'électricité et l'eau chaude ?»« Oui, mon amour, tout ce dont nous avons besoin. » Cet après-midi-là, Isabelle se rendit en ville et trouva Monsieur André Lefebvre dans son atelier, un homme d'une 50aine d'années aux mains énormes et au visage buriné par le soleil. Quand elle mentionna le nom de Madame Héloïse, Monsieur André se redressa avec respect. « Si Madame Héloïse envoie, alors je travaille pour vous. Quand commençons-nous ? Demain. Et j'ai besoin que vous travailliez vite, très vite. » Monsieur André arriva le mercredi à l'aube avec une équipe de 5 hommes. Ils commencèrent immédiatement. Ils renforcèrent les poutres principales du toit, réparèrent les fissures des murs avec du nouveau mortier, changèrent les fenêtres brisées, installèrent l'électricité avec l'aide d'un électricien de la ville, raccordèrent la plomberie d'eau, poncèrent, vernirent le plancher en bois. La maison se transforma en une fourmilière d'activités. Les enfants aidaient en portant les outils et en balayant la sciure. Isabelle cuisinait de la nourriture abondante pour les travailleurs et supervisait chaque détail. Et Monsieur André, tenant parole, travaillait du lever au coucher du soleil sans relâche. Mais le jeudi après-midi, quand Isabelle alla en ville acheter plus de provisions, elle entendit les murmures. Les commères du marché parlaient d'elle. On dit qu'elle a trouvé de l'argent caché dans cette maison. Non, j'ai entendu dire que Madame Héloïse lui donne plus d'argent en cachette. Et s'il y a quelque chose de précieux là-dedans, pourquoi sinon lui offrirait-elle une maison? Isabelle serra les dents et continua de marcher. Les rumeurs que Rodolphe avait lancées se développaient comme de mauvaises herbes, mais elle ne pouvait rien y faire, sauf terminer les réparations le plus rapidement possible. Le vendredi, la nouvelle qu'Isabelle craignait arriva. Monsieur André l'appela alors qu'elle était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Madame Isabelle, il y a des hommes dehors. Ils disent qu'ils sont de l'agence de sécurité civile. » Le cœur d'Isabelle fit un bond douloureux. Elle sortit sur le porche et vit un SUV blanc garé sur le chemin. 2 hommes, vêtus de chemises bleues et portant des porte-blocs, descendirent du véhicule et derrière eux, dans sa Mercedes noire, se trouvait Rodolphe de Montaigne avec un sourire de satisfaction. « Bonjour », dit l'un des inspecteurs, un homme costaud d'une 40aine d'années. « Je suis l'ingénieur Leclerc de l'agence de sécurité civile. Nous avons reçu un rapport indiquant que cette structure est dangereuse. Nous venons faire une inspection. »« Allez-y », dit Isabelle d'une voix ferme, même si elle tremblait à l'intérieur. « Comme vous pouvez le voir, nous faisons des réparations. » Monsieur André s'approcha, ses plans roulés sous le bras. « Ingénieur Leclerc, je suis André Lefebvre, maître maçon certifié. Voici les plans des réparations structurelles que nous effectuons. Tout est conforme au code, tout est sûr. » L'ingénieur examina les plans en fronçant les sourcils. Son collègue parcourut la propriété, prenant des photographies, mesurant des fissures, vérifiant des poutres. Rodolphe observait depuis sa voiture
les bras croisés et l'expression tendue. L'inspection dura plus de 2 heures. Isabelle attendit, l'estomac noué, pendant que les inspecteurs vérifiaient chaque coin de la maison. Quand ils eurent enfin terminé, l'ingénieur Leclerc s'approcha avec un visage sérieux. « Madame Dubois, cette maison était dans un état très précaire. Certaines des poutres principales étaient pourries. Le toit présentait un risque d'effondrement. Les installations électriques étaient inexistantes et dangereuses. » Isabelle sentit le monde s'effondrer autour d'elle, mais l'ingénieur continua. « Cependant, les réparations que vous effectuez sont adéquates et professionnelles. Si le maître Lefebvre poursuit le travail tel qu'il est prévu, dans 1 semaine, cette structure sera complètement habitable et sûre. » Il signa son porte-bloc. « Il n'y a pas d'ordre d'expulsion. Vous pouvez continuer à vivre ici pendant que les travaux sont terminés. Je vous demande simplement de faire attention aux enfants autour des zones de construction. » Isabelle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Monsieur André sourit discrètement. Les autres travailleurs laissèrent échapper des soupirs de soulagement. Rodolphe descendit de sa voiture, le visage rouge de fureur. « Comment est-ce possible? Cette maison est un danger public. » « Monsieur de Montaigne, » dit l'ingénieur Leclerc d'un ton professionnel mais froid. « L'inspection technique ne soutient pas vos affirmations. Cette propriété est réparée correctement. Il n'y a aucune raison légale de la condamner. Mais vous ne comprenez pas. Cette femme n'a aucun droit d'être ici. Ma tante a fait une erreur en... » « Les affaires de propriété ne sont pas de la compétence de l'agence de sécurité civile, » interrompit l'ingénieur. « Si vous avez des problèmes légaux avec la propriétaire, réglez-les devant les tribunaux. »« Bonjour. » Les inspecteurs partirent dans leur SUV. Rodolphe resta debout à côté de sa Mercedes, tremblant de rage. Il regarda Isabelle avec une haine pure. « D'où avez-vous tiré cet argent ?» demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. « D'où avez-vous tiré l'argent pour payer tout cela ? Ce ne sont pas vos affaires, » répondit Isabelle, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Ma tante vous a donné plus que la maison, n'est-ce pas ?» Rodolphe fit un pas vers elle. « Il y a autre chose, quelque chose qui est caché ici. C'est pour ça que la maison est de travers. C'est pour ça qu'elle vous l'a donnée. Il y a quelque chose de précieux. Partez de ma propriété, » dit Isabelle d'une voix ferme. « Maintenant. » Rodolphe la regarda pendant un long moment, puis sourit. Mais ce n'était pas un sourire joyeux, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de prendre une décision dangereuse. « Cela ne va pas en rester là, » murmura-t-il. « Si ma tante vous a donné quelque chose de plus que cette maison, je vais le découvrir. » Il ne termina pas la phrase, monta simplement dans sa voiture et s'éloigna à toute vitesse. Monsieur André s'approcha d'Isabelle et posa une main grande et réconfortante sur son épaule. « Cet homme est dangereux, madame. Faites attention. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de travail. Monsieur André et son équipe travaillaient de l'aube au crépuscule. La maison se transformait sous les yeux d'Isabelle. Les murs furent renforcés et peints d'un blanc chaleureux. Le toit fut entièrement réparé avec de nouvelles tuiles. Les fenêtres avaient maintenant des vitres brillantes et des cadres en bois massif. L'électricité éclairait chaque coin. L'eau chaude coulait par les nouvelles canalisations, mais le plus impressionnant était l'inclinaison. Monsieur André avait installé des supports structurels qui faisaient que la maison semblait moins de travers, bien qu'elle ne pût jamais être complètement droite sans une reconstruction totale. Malgré tout, elle était sûre, elle était habitable, c'était un foyer. Le dimanche, quand les travaux étaient presque terminés, Madame Héloïse vint leur rendre visite. Elle parcourut la maison, les larmes aux yeux. « Mon grand-père serait fier », murmura-t-elle. « Vous avez redonné vie à cet endroit. » Cette nuit-là, après le départ de Madame Héloïse, Isabelle coucha ses enfants dans leur chambre fraîchement peinte avec des lits neufs qu'elle avait achetés avec une partie de l'argent restant. Les enfants s'endormirent en souriant, épuisés mais heureux. Isabelle s'assit sur le porche, désormais réparé et stable, regardant les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit la paix. Ils avaient réussi, contre toute attente, contre les menaces de Rodolphe, contre les rumeurs de la ville. Ils avaient transformé cette maison de travers en un foyer. Mais la paix fut de courte durée. À 3 heures du matin, Isabelle se réveilla avec un bruit étrange, un craquement. Mais ce n'était pas le craquement normal d'une vieille maison qui s'ajuste. C'était le craquement de quelqu'un marchant prudemment, essayant de ne pas faire de bruit. Elle se leva sans allumer les lumières et se dirigea pieds nus vers le salon. La lumière de la lune entrait par les nouvelles fenêtres, créant de longues ombres sur le sol. Tout semblait normal. Peu, être n'était-ce que son imagination. Puis elle entendit un autre bruit. Celui-ci venait de l'extérieur, du côté de la maison, du côté où se trouvait la pièce fermée. Isabelle courut vers la fenêtre la plus proche et regarda dehors. Ce qu'elle vit lui glaça le sang.
Il y avait un homme dehors, vêtu entièrement de noir avec une petite lampe torche. Il examinait le mur extérieur de la pièce fermée, le touchant avec ses mains, mesurant quelque chose avec un ruban à mesurer, et à côté musique de lui, dans l'obscurité, se trouvait Rodolphe de Montaigne. Il cherchait quelque chose. Ils essayaient de comprendre pourquoi ce côté de la maison penchait tant. Ils étaient sur le point de découvrir le secret de la pièce, et Isabelle, seule dans l'obscurité de sa maison, avec ses 6 enfants endormis et sans défense, sut que la vraie guerre venait de commencer. Car si Rodolphe découvrait ce qu'il y avait dans cette pièce, s'il comprenait la véritable valeur de ce que sa tante lui avait donné, il ne s'arrêterait devant rien pour le lui prendre. Absolument rien. Isabelle observa depuis la fenêtre sombre Rodolphe et l'homme en noir, examinant le mur extérieur de la pièce. Leurs mains bougeaient sur le vieux torchis, cherchant des signes, mesurant la profondeur de l'inclinaison. L'homme sortit quelque chose qui ressemblait à un détecteur de métaux portable et le passa lentement sur le mur. L'appareil émit un bip constant. Rodolphe sourit dans l'obscurité. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver sa proie. Isabelle recula de la fenêtre, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Si elle sortait les affronter, ils pourraient devenir violents. Si elle appelait la police, le temps qu'ils arrivent, ils seraient déjà partis. Et le pire de tout, maintenant Rodolphe savait. Être qu'il ne comprenait pas exactement ce qu'il y avait dans la pièce, mais il savait qu'il y avait quelque chose de métallique, quelque chose de lourd, quelque chose de précieux. Elle courut vers le téléphone qu'ils avaient installé avec la nouvelle ligne électrique et composa le numéro du domaine des Tilleuls. Ça sonna 4 fois. 5, 6. Finalement, la voix endormie de Madame Héloïse répondit. « Allô? Madame Héloïse, c'est Isabelle. Rodolphe est ici. Il est à l'extérieur de la maison avec quelqu'un. Ils ont un détecteur de métaux. Ils enquêtent sur la pièce, ils savent qu'il y a quelque chose. » Le silence à l'autre bout de la ligne ne dura qu'1 seconde, mais il sembla une éternité. « Ne sortez pas. Fermez toutes les portes. J'arrive tout de suite et j'amène de l'aide. » La ligne fut coupée. Isabelle raccrocha le téléphone, les mains tremblantes, et courut vérifier que toutes les portes étaient verrouillées. Puis elle se rendit dans les chambres de ses enfants. Étienne était réveillé, assis sur son lit, les yeux effrayés. « Maman, j'ai entendu du bruit dehors. Je sais, mon amour. Reste ici avec tes frères et sœurs. Ne sortez sous aucun prétexte. Compris ?» Étienne hocha la tête, mais Isabelle vit la peur dans ses yeux. Il était si jeune encore, trop jeune pour devoir vivre avec ce genre de menace. Elle revint au salon juste au moment où elle entendit le coup frapper à la porte principale. Fort, autoritaire, pas amical du tout. « Isabelle, ouvrez la porte. Je sais que vous êtes réveillée. » C'était la voix de Rodolphe, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Maintenant, il n'y avait plus de prétention de courtoisie, plus de masque, seulement de la rage pure et de la cupidité. « Partez de ma propriété ou j'appelle la police !» cria Isabelle de l'autre côté de la porte. « Allez-y, appelez-la. Le temps qu'ils arrivent, j'aurai déjà trouvé ce que je cherche. » Isabelle entendit des pas s'éloigner de la porte principale. Elle courut à la fenêtre et vit avec horreur Rodolphe et l'homme en noir se diriger vers l'arrière de la maison, vers la pièce fermée. Rodolphe portait quelque chose qui ressemblait à une masse lourde. Ils allèrent briser le mur. Isabelle courut vers le couloir qui menait à la pièce. Elle plaça son dos contre la porte fermée, comme si son corps pouvait arrêter ce qui arrivait. Elle entendit le premier coup de la masse contre le torchis extérieur, puis le deuxième, puis le troisième. Chaque impact faisait trembler toute la maison. « Arrêtez !» cria-t-elle de toute la force de ses poumons. « C'est ma propriété. Ce que vous faites est illégal. » Mais les coups continuèrent. Le vieux torchis commença à céder. Isabelle pouvait entendre les morceaux tomber sur le sol extérieur. Ils étaient sur le point d'ouvrir un trou dans le mur, sur le point de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, comme une réponse à une prière désespérée, elle entendit le bruit de véhicules s'approchant rapidement par le chemin de terre. Beaucoup de véhicules. Elle courut à la fenêtre avant et vit 3 SUV entrer dans la propriété avec les lumières allumées. Le premier était le SUV blanc de Madame Héloïse. Les 2 autres étaient des voitures de police municipale de Chinon. Madame Héloïse descendit de son véhicule, suivie par 4 officiers en uniforme et un homme en costume qu'Isabelle reconnut. C'était le commandant Roux, le chef de la police de la ville. Les coups sur le mur arrière s'arrêtèrent brusquement. Isabelle sortit en courant de la maison et trouva Rodolphe et l'homme en noir debout, à côté d'un trou de la taille d'un ballon de football dans le mur de torchis. Rodolphe tenait la masse encore à la main. Son visage était pâle sous la lumière des torches de la police. « Officier, arrêtez ces hommes !» cria Isabelle en les pointant d'un doigt tremblant.
Ils sont en train de détruire ma propriété. Le commandant Roux s'approcha avec une expression sévère. Il regarda le trou dans le mur, puis Rodolphe, puis l'homme en noir qui tentait de reculer dans l'ombre. « Rodolphe de Montaigne », dit le commandant, d'une voix qui n'admettait pas de discussion. « Vous êtes en état d'arrestation pour dégradation de propriété privée et violation de domicile. Vous avez le droit. »« Attendez », interrompit Rodolphe d'une voix désespérée. « Vous ne comprenez pas. Cette femme a quelque chose qui appartient à ma famille. Ma tante le lui a donné illégalement. Il y a une fortune cachée dans cette maison. »« Quelle fortune ?» demanda le commandant Roux d'un ton sceptique. « Quel genre de fortune ?» Rodolphe pointa du doigt le trou dans le mur. Là-dedans, le détecteur de métaux l'a confirmé. Il y a de l'or, de l'argent, des objets précieux. Mon grand-père les a cachés là il y a des décennies, et maintenant cette femme. « Ce qu'il y a dans cette maison, » interrompit la voix ferme de Madame Héloïse en s'approchant du groupe, « est légalement la propriété d'Isabelle Dubois. Les actes que nous avons signés incluent explicitement le contenu complet de la propriété. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette maison lui appartient de droit légal. Mais, tante, c'était l'héritage familial. Tu ne peux pas simplement l'offrir à une étrangère. Je peux faire ce que je veux de mes propriétés, Rodolphe. Et je l'ai fait. » Madame Héloïse se tourna vers le commandant. « J'ai ici des copies certifiées des actes. Tout a été fait légalement devant notaire. Cette femme a sauvé la vie de mon petit-fils. Je lui ai donné la maison et tout son contenu en témoignage de gratitude. Mon neveu n'a aucun droit légal sur rien de tout cela. » Le commandant examina les documents que Madame Héloïse lui tendit. Puis, il regarda Rodolphe avec dégoût. « Monsieur de Montaigne, les documents sont en ordre. Vous n'avez aucun droit sur cette propriété ou son contenu. Ce que vous avez fait cette nuit constitue un crime grave. » Il fit un signe à ses officiers. « Arrêtez-le. »« Non, attendez, » cria Rodolphe, tandis que les officiers s'approchaient. « Je peux vous payer, je peux. » Mais les menottes étaient déjà à ses poignets. L'homme en noir fut également arrêté. On les conduisit vers les voitures de police, tandis que Rodolphe criait des menaces et des malédictions qui se perdirent dans la nuit. Quand les voitures de police s'éloignèrent avec leurs prisonniers, il ne resta que le silence. Isabelle s'effondra sur l'herbe humide, tremblant de la tête aux pieds. Tout s'était passé si vite, tout avait été si proche du désastre. Madame Héloïse s'agenouilla à côté d'elle et la serra fort dans ses bras. « C'est fini, c'est terminé, vous êtes en sécurité. Et s'il revient ? Et s'il engage d'autres personnes ? Et si ? Il ne reviendra pas, » dit Madame Héloïse avec une certitude absolue. « Le commandant Roux me doit plusieurs faveurs. Rodolphe passera au moins 1 mois en prison pour cela, et quand il sortira, il aura une ordonnance restrictive l'empêchant de s'approcher à moins de 500 mètres de cette propriété. De plus, un petit sourire apparut sur son visage fatigué. Je vais parler à mon avocat demain. Je vais changer mon testament. Tout ce que je possède, toute ma fortune ira à des institutions de bienfaisance quand je mourrai. Rodolphe et Florence ne recevront pas un sou. Quand ils l'apprendront, ils seront trop occupés à contester mon testament pour vous déranger. » Isabelle regarda la millionnaire, les larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ? Parce que vous êtes la fille que je n'ai jamais eue. Parce que j'ai vu en vous quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. La bonté véritable, dans un monde rempli de cupidité. » Madame Héloïse lui essuya les larmes avec son mouchoir. « Et parce que mon grand-père Cornelius aurait voulu que sa fortune revienne à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire le bien, quelqu'un comme vous. » Les jours suivants furent ceux de la transition. Monsieur André termina les réparations de la maison, y compris le trou que Rodolphe avait fait dans le mur de la pièce. La maison de travers, maintenant renforcée et magnifique, devint l'envie du quartier. Isabelle, avec les conseils de Madame Héloïse, commença à vendre des pièces du trésor avec beaucoup de prudence. Un collier ici, une peinture là, toujours par l'intermédiaire d'Edmond Moreau, toujours avec une discrétion absolue. Elle ne vendait jamais assez pour attirer l'attention, mais suffisamment pour transformer la vie de sa famille. Elle acheta d'abord une maison plus grande à Chinon, près des meilleures écoles. Elle garda la maison de travers comme propriété d'investissement, la louant à une jeune famille qui la remplit de rires et de vie. La pièce secrète fut vidée avec soin, et son contenu fut transféré dans un coffre-fort à Lyon, où seules Isabelle et Madame Héloïse avaient accès. Étienne commença des cours particuliers avec les meilleurs professeurs et montra un talent surprenant pour les mathématiques. Les jumeaux Mathis et Simon s'inscrivirent dans un programme de football qui découvrit leurs capacités naturelles en tant que joueurs. Louise commença des leçons de piano et remplit la nouvelle maison de musique. Camille rejoignit un groupe de danse folklorique et brillait à chaque représentation. Et le petit Gabin, qui avait maintenant 3 ans, fréquentait une école maternelle où il apprenait et grandissait entouré d'autres enfants.
Isabelle, pour la première fois de sa vie, eut le temps de respirer, de penser, de rêver. Elle prit des cours du soir pour terminer ses études secondaires qu'elle avait abandonnées lorsqu'elle s'était mariée avec Rémi. Elle découvrit qu'elle adorait lire. Elle découvrit qu'elle était intelligente, capable, bien plus que ce que quiconque lui avait jamais dit. Et Madame Héloïse devint une présence constante dans leur vie. Elle dînait avec eux au moins 2 fois par semaine. Elle assistait aux matchs de football des jumeaux. Elle écoutait Louise jouer du piano. Elle lisait des contes à Camille et Gabin. Elle était devenue la grand-mère que les enfants n'avaient jamais eue. 6 mois après l'arrestation de Rodolphe, Isabelle était dans la cuisine de sa nouvelle maison en train de préparer un plat pour un dîner de famille lorsque la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et trouva Jérôme de Montaigne, le fils de Madame Héloïse, debout sur le seuil avec son épouse Valérie et leur fils Sébastien. « Isabelle, » dit Jérôme d'une voix humble, « je sais que nous ne nous connaissons pas bien. Je sais que je n'ai pas été le meilleur fils pour ma mère, mais elle parle de vous tout le temps, de vos enfants, de la façon dont vous avez sauvé mon fils. » Il fit une pause, manifestement mal à l'aise. « Je voulais vous remercier personnellement et vous présenter mes excuses de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Sébastien, maintenant âgé de 6 ans, se cacha derrière les jambes de son père, timide. Mais quand il vit Isabelle, ses yeux s'illuminèrent. « Vous êtes la dame qui m'a sauvé du lac. » Isabelle s'agenouilla à sa hauteur et sourit. « Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? » « Bien. Papa dit que vous êtes une héroïne. Il dit que sans vous, je serais. » L'enfant ne termina pas la phrase, mais ses petits yeux se remplirent de larmes. Isabelle l'étreignit doucement. « Tu vas bien, c'est tout ce qui compte. » Ce soir-là, le dîner fut bruyant et chaotique, musique et parfait. Les enfants d'Isabelle et Sébastien jouaient dans le jardin. Jérôme et Valérie conversaient avec Madame Héloïse sur le fait de déménager à Chinon pour être plus près d'elle. Isabelle regardait la scène depuis la cuisine, le cœur si plein qu'elle pensa qu'il allait exploser. « À quoi pensez-vous » demanda Madame Héloïse, apparaissant à côté d'elle avec 2 tasses de café. « Je pense à Rémi, » dit Isabelle avec honnêteté. « J'aimerais qu'il soit ici pour voir cela, pour voir nos enfants heureux, en bonne santé, avec un avenir, pour savoir que tout s'est bien terminé. »« Il le sait, » dit Madame Héloïse avec douceur. « Où qu'il soit, il le sait, et il est fier de vous. » 1 an après avoir reçu la maison de travers, Isabelle était assise sur le porche de son foyer original un dimanche après-midi. La maison avait été entièrement restaurée et la famille qui la louait en prenait soin avec affection. Isabelle venait la visiter de temps en temps, juste pour se souvenir. Madame Héloïse arriva dans son SUV blanc et s'assit à côté d'elle sur les marches réparées. « Savez-vous ce que mon grand-père Cornelius m'a dit avant de mourir ?» demanda la millionnaire soudainement. « J'avais 12 ans. Il était dans son lit, très malade, mais il m'a pris la main et m'a dit « Héloïse, l'argent n'est que papier et métal. Ce qui importe, c'est ce que tu en fais. Utilise-le pour protéger ceux qui le méritent, pour donner des opportunités à ceux qui ont bon cœur, mais mauvaise chance. C'est la seule façon pour que l'argent ait une véritable valeur. » Madame Héloïse regarda Isabelle, les larmes dans ses yeux gris. « Pendant des décennies, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai gardé sa fortune cachée dans cette pièce, craignant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Mais quand je vous ai vu vous jeter dans ce lac sans réfléchir, quand j'ai vu votre cœur pur et votre courage, j'ai finalement compris ce que mon grand-père voulait dire. » Elle prit la main d'Isabelle entre les siennes. « Vous êtes la raison pour laquelle il a gardé cette fortune. Vous êtes la personne qui méritait de la trouver. » Isabelle ne put parler. Elle serra simplement Madame Héloïse dans ses bras et pleura des larmes de gratitude, de soulagement, de pur bonheur. 3 ans plus tard, Étienne fut accepté à la Sorbonne, avec une bourse complète pour étudier l'ingénierie. Les jumeaux jouaient dans les équipes de jeunes d'un club de football professionnel. Louise donnait des concerts de piano en ville. Camille remporta un concours départemental de danse, et Gabin, maintenant âgé de 5 ans, lisait des livres que des enfants de 7 ans comprenaient à peine. Isabelle avait terminé son lycée et étudiait l'administration des affaires à l'université locale. Elle avait ouvert une petite fondation qui aidait les veuves dans des situations similaires à celles qu'elle avait vécues. Elle leur donnait du travail, de la formation, un soutien émotionnel. Elle l'avait appelée la Fondation Cornelius de Montaigne en l'honneur du grand-père de Madame Héloïse. Et la maison de travers, cette structure inclinée qui semblait autrefois sur le point de s'effondrer, était devenue une légende à Chinon. Les gens racontaient l'histoire de la veuve pauvre qui avait reçu une maison qui semblait maudite, mais qui cachait un miracle. Une maison qui penchait non par malédiction, mais par le poids de l'amour et de la générosité d'un homme qui avait gardé sa fortune pour la bonne personne. Une personne qui n'était pas de son sang,
mais qui avait démontré avoir le cœur qu'il avait toujours valorisé. Humble, courageux, bienveillant. 5 ans après cette nuit où Isabelle avait vu son époux mourir dans l'atelier de menuiserie, elle se tenait devant la maison de travers avec ses 6 enfants, tous élégamment vêtus. Madame Héloïse était à côté d'elle, maintenant âgée de 65 ans, mais toujours forte et digne. « Maman, » dit Étienne, maintenant âgé de 19 ans et plus grand qu'elle. « Tu es prête ?» Isabelle regarda la maison une dernière fois. La maison qui avait été inclinée par le poids d'un secret. La maison qui lui avait donné une seconde chance. La maison qui avait changé sa vie et celle de ses enfants à jamais. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis prête. » Car cet après-midi-là, Isabelle Dubois allait faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Elle allait à la cérémonie de remise des diplômes d'Étienne à l'université. Elle allait voir son fils, le fils du menuisier mort et de la veuve pauvre, recevoir son diplôme d'ingénieur. Et ensuite, ils iraient dîner dans un restaurant élégant, tous les 8 ensemble, célébrant non seulement la remise des diplômes, mais tout le chemin qu'ils avaient parcouru. Un chemin qui avait commencé par une tragédie, continué par des humiliations et la pauvreté, mais qui avait trouvé sa rédemption dans l'acte le plus simple et le plus profond, la bonté. La bonté de sauver une vie sans rien demander en retour. La bonté de reconnaître cette bonté et de la récompenser. La bonté qui se multiplie et se propage comme des ondes dans l'eau, touchant des vies, transformant des destins, créant des miracles. Tandis qu'il marchait vers la nouvelle voiture qu'Isabelle avait achetée avec de l'argent honnêtement gagné grâce à son travail et à ses investissements prudents, Gabin lui prit la main. « Maman, c'est vrai qu'on était pauvres avant ?» Isabelle s'agenouilla à côté de son plus jeune fils et lui caressa les cheveux. « Oui, mon amour, une fois nous étions pauvres, mais nous n'avons jamais été misérables parce que nous avions toujours l'amour. Et maintenant nous avons l'amour, et aussi des opportunités. Mais l'important, ce que tu ne dois jamais oublier, c'est que l'amour est venu en premier. »« Et la maison de travers ?» demanda l'enfant avec curiosité. Pourquoi était-elle de travers? Isabelle sourit, regardant vers la structure inclinée qui brillait maintenant sous le soleil de l'après-midi. Parce que parfois, les choses les plus précieuses de la vie sont si lourdes, si importantes, qu'elles font que tout ce qui les entoure s'incline un peu. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont brisées. Cela signifie seulement qu'elles sont pleines d'histoire, d'amour, de secrets qui attendaient d'être découverts par la bonne personne. Et tu étais la bonne personne. C'est ce qu'on dit, répondit Isabelle en serrant son fils dans ses bras. Mais je crois que la bonne personne est simplement quelqu'un qui est prêt à faire ce qui est juste quand personne d'autre ne le fera. Quelqu'un qui protège ce qu'il aime de sa vie, parce qu'à la fin, ce que tu protèges de ta vie te protège. Et tandis que la voiture s'éloignait sur le chemin de terre, laissant derrière elle la maison de travers qui avait changé leur vie à jamais, Isabelle sut avec une certitude absolue que tout en avait valu la peine. Chaque larme, chaque humiliation, chaque moment de peur et de doute, parce qu'à la fin, la bonté trouve toujours sa récompense. Pas toujours quand on l'attend, pas toujours comme on l'imagine, mais toujours, la vie finit par vous rendre ce que vous donnez. Et elle avait donné tout ce qu'elle avait, son travail, sa dignité, son courage. Et la vie lui avait rendu un miracle caché dans une maison inclinée, attendant patiemment que la bonne personne ouvre la porte et découvre que les plus grands trésors ne sont pas ceux qui brillent d'or et d'argent, ce sont ceux qui sont construits avec amour, protégés avec courage et partagés avec un cœur généreux qui n'oublie jamais d'où il vient ni à qui il doit gratitude. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Que Dieu vous bénisse.